Ok mes BG, alors il y a un point commun entre Migos, Tupac et Aaliyah, mis à part le fait qu'ils soient tous des artistes de qualité supérieure afro-américains, c'est qu'ils ont participé à rendre célèbre la marque américaine Karl Kani. Dans les années 90, Karl Kani était porté par la plupart des célébrités, rappeurs et sportifs, comme Nas, Pac, Biggie, Redman, Snoop Dogg, Dr. Dre, Will Smith, Dave Chappelle, Magic Johnson, Kobe Bryant et même Michael Jackson en a porté. Plus récemment, on a vu Joey Badass ou encore Migos, Chris Brown, Ariana Grande, Tiana Taylor, Bowo ou encore Karim Benzema en porté. Je trouve ça stylé parce que c'est hyper rare qu'une marque qui a éclaté dans les années 90 réussisse à revenir en force et à être portée par toutes les générations alors qu'ils sont restés en stand-by pendant presque 15 ans. Karl Williams est né en 1968 d'une mère costaricaine et d'un père panaméen et il a grandi au Costa Rica jusqu'à l'âge de ses 3 ans, jusqu'à ce que ses parents décident de déménager pour le quartier de Bedford à Brooklyn dans l'état de New York. Son daron il était grave dans le délire bijoux, belles voitures, costumes taillés sur mesure et tout, et vous verrez que ça a grave influencé Karl dans sa jeunesse. Quand il était petit, il se faisait grave tailler parce qu'il n'avait pas la possibilité d'acheter des sapes et des sneakers hyper quali, et c'est là qu'il a compris que pour être reconnu dans le quartier, il fallait absolument être stylé. Il suppliait même sa madre de pouvoir acheter des sapes, mais malheureusement financièrement ça suivait app, du coup il a dû se débrouiller tout seul. Donc là ce qu'il a fait c'est qu'il a activé le mode hustle et tous les matins il allait distribuer les journaux pour gagner de l'argent et pouvoir s'acheter des fringues après. Sauf qu'à un moment il s'est rendu compte que lui et ses potes allaient se fournir dans les mêmes magasins et qu'ils finiraient par tous avoir les mêmes fringues. Puis après tu sais comment ça se passe, quand tu découvres une nouvelle pièce, tu veux pas déclarer où ça se trouve, etc. Et lui il voulait absolument pas de tout ça. Et c'est à ce moment-là qu'il a repensé au tailleur de son père. Il s'est dit que s'il avait réussi à lui faire reproduire un jean Lee, il serait le seul et unique détenteur de cette pièce-là. Et c'est stylé parce que le couturier a accepté de lui faire, du coup il a pu rentrer en atelier avec lui, redesigner la silhouette du jean, lui ajouter des poches, etc. Et c'est comme ça qu'il a fait son premier pas dans la mode. Et ça a été une vraie révélation pour lui parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas besoin de savoir coudre pour faire des vêtements. Et à 16 piges, il a commencé à vendre ses créations. En gros, ça s'est passé comme ça. Il était posé au quartier, dans son petit parc et tout, et il y a un dealer dénommé Joe qui est venu le voir et qui lui a dit « Ouais, Karl, je kiffe tes fringues et il faut absolument que tu me fasses les mêmes outfits. » Et de fil en aiguille, il a eu de plus en plus de commandes et c'est comme ça qu'il est devenu le designer du hood. On l'a même surnommé The Originator. Il fait partie de ceux qui sont à la base du mouvement des baggy et des sapes oversize. Et ça montre surtout que quand t'es débrouillard, tu peux faire ce que tu veux à partir du moment où tu charbonnes et tu arriveras forcément à quelque chose. En 1989, il décide de fly pour Los Angeles avec un de ses potes parce que c'est là-bas qu'on trouvait les meilleures usines de fabrication de textiles et il s'est dit que c'était le meilleur endroit pour lancer sa boutique. Et pour garder un côté street, ghetto, etc., ils ont décidé de s'installer dans le quartier de Crenshaw Boulevard. Dans le même quartier où des années plus tard, Nipsey installera son shop. Au départ, ils avaient fait grave de la promo sur leur boutique, mais ça marchait pas de ouf. Donc Karl s'est grave remis en question et tous les matins, il se levait, il s'asseyait sur son lit comme ça et il se disait « Can I do this ?» Et après, il se disait, là ça va être compliqué parce que vous connaissez mon anglais, c'est pas terrible. Donc il se disait « Can I become the Ralph Lauren of the streets ?» Et après, il est devenu Karl Kani. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a vraiment connu le succès. Il a pu sortir une multitude de collections et les ventes ont atteint plus de 100 millions de dollars. En 94, il a utilisé 500 000 $ pour lancer la maison Karl Kani Infinity. Avec ça, il a pu lancer des gammes comme la gamme NBA grande taille, il a pu lancer des collections femmes et il a pu gagner encore plus d'argent. À tel point qu'en 96, il faisait partie des Afro-Américains les plus riches des États-Unis. Et la marque a eu tellement de succès qu'en 1999, il a été invité par Bill Clinton, lui-même le président des États-Unis, pour présenter sa collection à la Maison Blanche. Il a continué à créer des vêtements jusqu'au début des années 2000, puis après, il a été un peu saoulé par tout le game et surtout, il sentait que le vent était en train de tourner et il a décidé de mettre fin à toutes ses activités. Et c'est grave intéressant parce qu'en fait, dans une interview qu'il a donnée pour Vlad TV, il disait qu'en gros, tout le monde parle de Fubu, Sun John, Fat Farm, etc. Et personne ne parle de Karl Kani. Et en fait, lui, ce qu'il disait, c'est qu'en gros, au moment où le navire était en train de couler, Karl Kani était déjà plus là, donc on pouvait pas les intégrer dedans. Et c'est ça qui a permis à Karl Kani de revenir en 2015. Si vous avez fait attention, on a pu voir des pièces dans les clips de Migos, ou encore avec la collaboration avec la marque française Etude. Et si je vous raconte tout ça, c'est parce que mercredi 11 décembre à partir de 14h aura lieu un pop-up Karl Kani. Il y aura un tee exclusif disponible, mais surtout, vous aurez l'occasion de reproduire les shootings de Didi, Aaliyah et Tupac. Et cerise sur le gâteau, Karl Williams, le créateur de la marque, sélectionnera 2 gagnants qui vont devenir les égéries de la prochaine collection Karl Kani. Bon, du coup, mes BG, vous avez entendu l'histoire de cette marque mythique. Je sais que pour la plupart d'entre nous, c'est un peu notre jeunesse, etc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes content du retour, de la manière dont c'est revenu? Qui commence? Qu'est-ce-moi, j'ai grave envie de savoir qu'est-ce qu'il va dire. Je sais pas, il fait une tête, il regarde le sol comme un. C'est bizarre. C'est ma marque fort, Karl Kani. Okay. C'est un genre, c'est toute mon enfance. Je te rappelle pas quand on était dans le truc Snipe, ce truc-là, qu'on a pété un câble quand on avait la marque. Déjà, c'est simple, à chaque fois que je vais chez Snipe,
calcule pas les autres marques, je vais voir ce qu'il y a chez Calcani direct. Frère, c'est comme tous les trucs à l'ancienne qui me parlent de ouf, ça fait partie des classiques pour moi de l'époque, tu vois. Après, moi, quand je pense à Calcani, je pense surtout à Tupac et à Alia. Tupac, parce que, genre, Tupac, c'est le premier artiste vraiment où j'arrive à le reconnaître, tu vois. C'est le premier artiste quand j'étais tout petit. Dès que j'entendais un son, déjà, j'entendais un son, à chaque fois, c'était un nouveau son, donc ça, c'était d'art. Et dès que j'entendais un son, j'arrivais à le reconnaître, ça veut dire, je le suivais à mort, je kiffais à mort. Regardez les clips, genre du Calcani, il y en a eu dans plein de clips de Tupac. Je trouve qu'il avait un délire de sap, Tupac, qui était trop fort à l'époque. Et lui, comment il portait le truc, c'était trop lourd. Il y avait son attitude, il y avait tout ça, tu vois. Mais je trouve qu'il portait vraiment trop bien les sapes. Et genre, moi, quand je vois Calcani, je vois Tupac direct. Et Alia aussi beaucoup. Gros, moi je vois pareil, je vois Tupac. Moi j'étais grave matrixé par la marque, ça veut dire j'ai tous les shootings en tête. Je vois pas que Tupac et Alia, je vois Nas, je vois Didi, je vois tout le monde avec, tu vois. Là, s'il faut reparler de Tupac, même quand ils ont fait le film, genre tous les passages de sa vie, je regarde dans tous les moments clés, il porte un truc Calcani. C'est ouf ça, tu vois. Et pour moi, c'est ce qui est fort avec cette marque, c'est qu'il y a trop de moments, genre, dans l'histoire du hip-hop, où genre, les mecs ils portent cette marque, tu vois. Parce que c'était vraiment la marque qu'il fallait porter à l'époque. Je trouve ce mec-là, le mec Carl Williams, là, je trouve il mérite un documentaire fort, tu vois. Et c'est trop malin comment, genre, il a réussi à s'esquiver au moment où ce mouvement-là il s'est écroulé. Ce qui fait là, quand il est revenu, tout le monde a, tu sais, personne n'a vu la marque en mode, ouais, t'es ringard, tout ça, tu l'as juste vu en mode, ah ouais, ça m'avait manqué. Je suis grave guette de porter la marque, tu vois. Je suis grave d'accord avec ça, genre le fait qu'il soit parti au moment où genre la mode elle a un peu changé, ça a évité que genre qu'il fasse n'importe quoi. Et il y a des marques là, tu dis ah ouais, ça te fait penser au marché quoi, tu vois. Gros, tu vois quand tu penses, il y a eu Sean John, Rockaware, tout ça. Après les baggy, ils ont commencé à faire des jeans normaux, des trucs, et c'était plus l'essence de la marque, tu vois. Qui fait ça faisait tiède. Même Foubou un peu. Vers la fin, ça a commencé à faire tiède. Moi je trouve. Moi je kiffais Foubou, hein. J'ai eu des survêtements tout ça, mais je trouve qu'à la fin, ça commençait à faire tiède. Mais la vérité, ils ressortent, ils reviennent. La vérité, j'achète les sweats. J'ai grave envie d'avoir l'avis de chasseur sur que toi t'as une marque. Je sais pas si t'as tout vu, t'as eu toute l'histoire de Calcani, mais comment il a géré sa marque. C'est une des premières marques qui a grave bien géré les placements de produits sur les artistes, tu vois. Lui, il allait voir directement les artistes pour voir avec eux, pour porter la marque. Les artistes qui fait tellement qui portaient déjà la marque ou qui portaient sans faire payer, tu vois. En plus de ça, il était grave à l'écoute des consommateurs, puisque tu vois, par exemple, il a créé une gamme grande taille. Et ça, il l'a créé parce que, genre, en gros, en NBA, les joueurs, ils se plaignaient parce qu'ils pouvaient pas acheter du Calcani. Et du coup, il a dit, vas-y, je vais faire des encore plus grandes tailles pour que tout le monde puisse s'en porter, etc. Tu vois. Pour le coup, c'est vraiment un gars dans la culture street qui était en avance sur pas mal de monde, quoi. Pour moi, il y a une règle générale qui est que les marques qui sont cool, aujourd'hui ou hier, c'est des marques qui comprennent là où elles sont, qui ont une vraie identité et qui écoutent leurs consommateurs, comme tu l'as dit, tu vois. Si t'es pas sur le rinté et tu comprends pas ce que les types vivent, qu'est-ce qu'ils ont envie d'acheter comme vêtements, tu peux pas avoir une longévité qui est incroyable, tu vois. Et aujourd'hui, les marques qui sont de moins en moins cool et qui justement changent d'identité, qui essaient de faire des trucs et juste de sauver leur aspect commercial en vendant des produits, bah à un moment donné, ça s'essouffle. Ils sont ringards directement. Je connaissais pas avant que vous fassiez le Sneaker Store et que vous alliez au Snipes à Berlin, mais en gros, ce que je trouve vraiment respectable, en tout cas dans l'histoire de Calcani, au-delà du hustle et de tout ce délire de réussir à faire des placements de produits à une ère où il n'y avait pas internet, tu vois. En vrai, les influenceurs de cette époque-là, c'était justement les rappeurs, c'est les mecs qui passaient à la télé, et c'était pas forcément facile de justement mettre en avant une marque streetwear à une époque où à la télé ou dans les gros médias, ce qui était mis en avant, c'était pas forcément le rap, etc. Donc du coup, ça c'est très très fort à ce niveau-là. Et le second point, c'est que artistiquement, pour une marque, ou même pour un artiste, pour un rappeur, etc., genre c'est compliqué d'arrêter, tu vois. C'est extrêmement compliqué de se dire, ouais là je suis chaud, mais je sais que demain je serai plus chaud, faut que j'arrête maintenant pour pas me brûler les ailes, tu vois. Et eux ils se sont dit, ouais, moi je préfère arrêter, ne plus faire d'argent, coffrer, me dire que peut-être dans 15-20 ans je pourrais refaire un truc cool, plutôt que d'essayer à fond de bicrave, de faire un maximum de chiffres et de faire tiep et en soi de niquer ton héritage, tu vois. Là ce qui est cool, c'est qu'ils ont un vrai héritage, ils ont une vraie image et ils arrivent à revenir d'une manière plutôt cool, tu vois. Moi je trouve que le côté nostalgie il est fort de ouf parce que tu vois, par exemple, quand moi j'étais petit, quand Calcani ça a vraiment explosé, etc. Et moi j'en portais pas, j'étais en primaire et tout, c'est mon daron qui en portait, tu vois. Genre, mon daron il était grave dans ce délire là et nous on a commencé à en porter, en vrai c'était sur la fin, tu vois. Et le fait que ça puisse ressortir aujourd'hui, je trouve ça hyper stylé, tu vois. Moi je vais dire encore mieux, je pense que quand j'étais petit j'ai jamais eu un truc Calcani. Mais tellement je voyais ça, je me disais non c'est trop lourd, Tupac ça vit trop bien, que je connaissais, c'est comme si j'en avais, tu vois. C'est vraiment pour te dire à quel point c'était fort, c'est que genre je voyais le truc, j'en avais pas, je savais pas comment m'en fournir, mais genre j'ai kiffé la marque du début jusqu'à la fin. Moi les premières personnes que j'ai vues en reporté, genre c'est des danseurs. Je sais pas comment ils ont fait, je trouve ils sont trop réintégrés dans le milieu de la danse, tu vois. J'ai vu plein de danseurs avec cette marque. Vachement hip-hop. Ouais, donc du coup les danseurs en général ils vont chercher des trucs un peu hip-hop et tout ça, donc je pense que c'est pour ça qu'ils
qu'ils ont été chercher ce truc-là. Mais... Moi, c'est plus les rappeurs que j'ai vu porter, genre les Fabulous, tout ça, genre ils portaient grave du Karl Kani. Moi, j'ai pas mentir, hein. Genre Tupac, Biggie, c'était pas ma génération, genre c'était mes grands cousins ou génération de Cosmo, tu vois. Non, mais gros, C'est parti de la même génération. Qu'est-ce que tu racontes? on dirait je. T'as quoi, 34 ans? Toi, c'était plus Danny Briand, tout ça. Non, comme ça. Non, moi c'était plus Jagged, tout ça, tu vois. Du coup, j'étais complètement passé à côté du fait que Tupac et Biggie portaient du Karl Kani, à côté de Jay-Z, Nas et tout ça. Et du coup, moi, je vais le comparer à Ralph. En mode Ralph Lauren, il a créé son identité, il a créé son univers, et les gens, ils veulent faire partie de cet univers, tu vois. Et ben, je trouve que Karl Kani, il a fait la même chose. En mode, il y a des pièces qui sont tellement emblématiques, genre quand on est parti à Berlin chez Snipes, il y avait le t-shirt serré de plusieurs couleurs avec écrit Karl Kani. Il est incroyable, et c'est grave son délire. Et je trouve que, un peu comme Ralph, il a créé son univers, et les gens, ils s'identifient grave à ça. J'ai l'impression que les marques qui sont les plus cool, c'est les marques qui sont à la base des niches vraiment précises de personnes et qui derrière, pour devenir mainstream de la plus cool des manières, vendent beaucoup sans niquer ton image. En vrai, c'est ce qu'a fait Supreme. C'est genre vendre à des skateurs, rester dans leur coin, et puis petit à petit, c'est tellement cool ce que tu fais que personne ne passe à côté. Et comme Youssouf qui est à Ouvre Maison Château Rouge, fait des trucs super cool, à un moment donné, plus personne ne peut passer à côté. Et petit à petit, tu crées ton univers et tu deviens cool, mainstream, et tu vends à fond. C'est grave marrant comme mon chasseur il a parlé de Youssouf, de Karl Kani, mais il a pas dit CDR dedans. Alors que c'est exactement ce qui est en train d'arriver à CDR. C'est vrai frérot. Dans quel sens? Dans le sens genre, au début c'est un truc grave de niche, plus le temps passe, plus genre tu commences à produire de plus en plus de vêtements, de plus en plus de collections, jusqu'au moment où genre ça devient mainstream et je pense que t'es à cette étape-là, tu vois. Vraiment, je pense que c'est une question de positionnement et c'est pour ça que le marketing, je pense, les marques, les jeunes marques, elles doivent réfléchir vraiment à où elles ont envie d'aller et ne pas griller les étapes, tu vois. Tu peux pas passer d'une marque normale à une masse qui va chercher un très large marché, comme le font actuellement des marques comme Champion, et c'est pas une critique. Et il y a des marques comme Champion qui visent un marché extrêmement large, avec des gammes de produits extrêmement larges et qui bicravent à fond. Et bravo à eux, c'est d'art de fou. Mais je sais pas si justement c'est pas ce qui les piège et ce qui fait que le jour où ils sont plus à la mode, bah ils vendent plus, tu vois. Si ils sont malins, à mon avis, le mec qui a Champion, il a d'autres marques. Oui, c'est sûr. Et genre, en gros, il fait son cycle de 5 ans et il s'en fout, il bombarde et après il éteint et il balance sa deuxième marque pendant 5 ans et après il éteint et il fait comme Dawala il faisait avec la section d'assaut, tu vois. Il y avait un gars de la section d'assaut qui sortait un album, après il nous saoulait, il y avait l'autre qui arrivait, il faisait un an, après il nous saoulait, après un autre, tu vois. Il faisait comme ça, tu vois. Et c'est pour ça que Karl Kani, d'accepter d'éteindre la marque, quand t'as créé ton histoire et ton univers autour de ça, genre couper la marque, je trouve ça chaud, tu vois. Je me dis, est-ce que demain, moi, je serais capable de couper ma marque pendant 15 ans et de me dire, vas-y, c'était une bonne période, on passe à autre chose, tu vois. Je trouve que c'est grave intelligent de faire ça, parce que même si t'es au summum de ton truc, justement, bah les gens ils vont être frustrés de plus avoir le truc, ils vont attendre pendant des années, et peut-être ils vont oublier, et le jour où ça va revenir, ils vont, tu vois, il y aura une putain de demande, je pense que genre, c'est grave intelligent de faire ça, et c'est un risque aussi, tu vois, ça peut être qui tout double. C'est simple, il y en a un qui a pas réussi à le faire, c'est Nigo, tu vois. Genre il a épuisé le truc jusqu'à fatiguer et au final il a été obligé de vendre son truc, il a coulé et il a été obligé de vendre, tu vois. Et c'est intéressant de mettre les deux face à face, tu vois. Moi je me pose la question, est-ce que c'est pas lui qui a un petit peu lancé la mode du merch chez les rappeurs, tu vois. Après t'as vu des marques comme G-Unit, Full Bouge, je sais pas quand ils sont arrivés, mais t'as eu plein de rappeurs qui se sont dit vas-y je vais créer ma marque. En tout cas, Didi il dit que Sean John c'est ça, il dit que c'est arrivé après Karl Kani, tu vois. Et si tu regardes les ensembles en jean, les premiers ensembles en jean Sean John et tu regardes les ensembles en jean Karl Kani, c'est le même. Et d'ailleurs la signature, le logo signature, c'est exactement la même chose. Sean John là, c'est genre dès le début c'était grave similaire. Moi j'aimais bien, hein. J'en ai acheté. C'est ce que j'allais dire, mais ouais, moi aussi je m'en bats les couilles, c'est trop stylé, c'est le premier truc que j'ai acheté, ouais. c'est ça, bro. Parce que j'ai pas trouvé Karl Kani, tu vois, donc j'ai été chercher ce qui ressemblait plus ou moins. Enfin, j'ai l'impression que c'est les premiers trucs vraiment que j'ai vu. Enfin, c'est la première marque qui s'est vraiment imposée, genre chez les rappeurs, et que je me suis dit, ouais, ça c'est vraiment stylé. Comme certaines paires que je voyais, tu vois. Du coup, les BG, il y a un pop-up Karl Kani qui arrive. Le créateur de la marque, Carl Williams, il sera là. En fait, pendant la journée, ils vont recréer le shooting d'Alia, Tupac et Didi. Et les gens vont pouvoir venir et recréer ces shootings-là, tu vois. Et à la fin de la journée, Carl Williams, il va choisir un gars et une meuf qui vont être les prochaines égéries de Karl Kani. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai juste une question. Genre, les shootings, t'auras les mêmes sapes que les artistes qu'ils avaient à l'époque? Apparemment, c'est genre les sapes d'archives. Tu peux pas les acheter, mais genre, c'est les sapes qui ont été. C'est pas des nouvelles sapes qui ont été produites, c'est genre les sapes qui ont été produites à l'époque. Et je crois même qu'il y a des sapes qui sont utilisées là en ce moment pour un film. Et elles sont flyées en France pour qu'elles puissent être utilisées pendant le pop-up, tu vois. C'est-à-dire, tu vas pouvoir mettre le même ensemble en jean que Tupac. Bah ouais, mais si je le mets, je pars en courant avec.
T'es un ouf. Je trouve ça d'art déjà que le mec il se déplace, ça c'est archi lourd. Genre ça donne une plus-value à l'événement qui est fort de ouf. Et je trouve ça d'art que genre on fasse participer les gens et que c'est des gens lambda, tu vois, ils puissent être égérie de la prochaine collection, tu vois. Ça je trouve ça archi lourd, c'est archi stylé. Et c'est grave dans le même délire que ce qu'a fait Casa 93 avec Adidas justement. Et je trouve le délire de laisser les gens venir, prendre des personnes qui sont BG de fou, qui forcément n'iraient pas faire des castings pour faire mannequin, tout ça, parce qu'en vrai de vrai, même si t'es BG, t'as pas forcément envie d'aller passer des castings, aller dans des agences, tout ça. Surtout, tu sais pas où c'est. En plus de ça, Monroe, ça fait 20 ans il est BG, il a toujours pas fait un casting, frère. ouais, ils savent pas s'écouter, ils auraient dû trouver Monroe depuis, mais vas-y, ça c'est leur problème. Je trouve ça méga stylé que ce soit aussi ouvert et que ce soit dans un contexte aussi cool, tu vois. Moi, il y a un truc que je trouve cool, c'est qu'en fait, déjà, tu vas pouvoir découvrir la marque, pouvoir découvrir l'histoire de la marque, puisque c'est des photos d'archives, c'est des trucs d'archives, etc. Bah, déjà, ils vont pouvoir comprendre que la marque, elle a évolué, mais elle est restée dans le même esprit depuis sa création. Tu vas pouvoir rencontrer le créateur, du coup, je sais pas s'ils vont avoir l'occasion de discuter avec lui, mais rien que le fait qu'il soit présent, tu vois, c'est ultra cool. Et je trouve que dans le délire partage, enfin, échange de connaissances, etc., c'est ultra lourd, tu vois. C'est quand même ouf que Carcani, ils sont pas là depuis un moment, tu vois. Là, ils reviennent, ils frappent fort. C'est quand même ouf qu'ils aient compris qu'il fallait intégrer la communauté dans leur événement. Quand d'autres marques comprennent pas, c'est chaud. Genre là, il y a 2 personnes de la communauté qui vont pouvoir fly et faire un shooting. Leur retour, il est récent, tu vois. Il y a des marques qui sortent des produits tous les jours, qui font des événements tous les jours et ils mettent pas la communauté en avant. Je sais pas où aura lieu le shooting, si c'est en Allemagne, si c'est aux States. Mais si c'est aux States, le petit, il a gagné. Je trouve extrêmement intéressant le fait qu'ils sortent un t-shirt exclusif pour Paris aussi, tu vois. Ils auraient pu juste venir et proposer un shoot, proposer un événement, etc. Mais à côté de ça, ils se sont dit, ouais, on va créer un tee spécialement pour l'événement. Et ça, c'est cool de fou. Le délire exclusivité, le délire, ouais, le t-shirt sera dispo que là, à ce moment-là, au pop-up store. C'est cool. Et c'est pas juste un meet-up, tu vois. En ce moment, comme on l'a vu avec le LSDLV de Thomas, genre les gens, ils kiffent trop le délire, ouais, retour dans les années 80, comprendre d'où la culture elle vient, tout ça. Et lui, le mec, c'est un musée vivant, tu vois. Genre, en tant que personne, je le connaissais pas. Alors que aujourd'hui, on nous bombarde avec des rappeurs, influenceurs, designers, etc. Mais on connaît pas les mecs qui ont, entre guillemets, créé ces mouvements-là et qui ont laissé la place et ouvert des portes pour ces mecs-là, tu vois. Un dernier truc que je voulais rajouter aussi, c'est que c'est l'utilisation des réseaux sociaux. Parce que tu vois, il est parti à un moment où c'était pas encore en place, etc. Et il a su garder toutes les archives, tout ce qu'il avait créé dans ces années-là, pouvoir le ressortir maintenant, tu vois. Et moi, il y avait plein de trucs que je savais pas, par exemple, que Michael Jackson, il avait fait une campagne pour eux, tu vois. Même si le résultat est pas ouf, tu vois. Qu'il ait gardé les images d'archives et qu'on puisse les retrouver aujourd'hui, je trouve ça vraiment stylé. J'avoue que moi, c'est le seul truc sur lequel je trouve qu'ils ont pas assez géré. En fait, je pense qu'ils se sont pas rendus compte que ce qu'ils faisaient, ça valait de l'or. S'il fait la documentation, elle est pas... Genre, ça mérite des vraies images, ça. Ça mérite des vraies images, ça mérite des vrais making-of, ça. Après, ça se trouve, il garde et il va faire un film. Là... Je trouve que par exemple lui, je trouve qu'il mérite un documentaire, je trouve qu'il est pas assez mis en avant sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il manque quelque chose. En fait, si tu racontes pas bien ton histoire, il y a peut-être 2-3 mecs comme nous qui vont venir raconter l'histoire. On va toucher personne par rapport à ce que genre son art il a touché. Et c'est à lui de raconter son histoire, tu vois. Je trouve que c'est pas assez bien fait. Je pense que ça pourrait être mieux fait, mais tu vois par exemple, on avait fait une vidéo sur Fubu, tu vois, et c'était vachement plus compliqué de trouver de la documentation et des archives sur Fubu que ça l'a été pour Carl-Kani, tu vois. C'est dans ce sens-là en fait que je voulais dire, et que là justement tu puisses retrouver, même si c'est des trucs qui sont pas forcément bien filmés, bien utilisés, etc. Tu vois, t'as quand même du contenu qui te permet d'en connaître plus sur la marque, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment cool pour le coup. Puis et là, tu te rends compte vraiment de l'importance que le mec il a, parce que quand tu défiles dans le feed, tu vois, il est avec absolument tout le monde, tu vois. Tout le monde, Mike Tyson, Snoop Dogg, Kanye West, machin, tout le monde. Dans le clip où Snoop, genre il va chez sa meuf, et genre en gros, sa meuf elle lui dit, hey Barouat, mon daron il aime pas les yurches. Et genre il se transforme en chien. Bah le sweat qu'il porte, c'est un Carl-Kani, tu vois. C'est pour ça que je te dis que genre il y a trop de scènes mythiques du hip-hop. Frérot, il y a trop de scènes mythiques du hip-hop où il y a du Carl-Kani, tu vois. Et c'est pour ça, à mon avis, que quand genre la marque elle revient, tu penses que Snoop il va dire non pour reporter le sweat, ou genre les Migos ils vont dire ouais non je veux App, genre alors que c'est le retour d'une marque mythique et genre il faut la remettre sur un groupe qui va devenir mythique, tu vois, au moment où les Migos ils sont en train de devenir quelqu'un, tu vois. C'est sûr qu'ils vont accepter les placements de produits, tu vois, de faire partie de l'histoire. Du coup mes BG, c'était l'avis du bureau sur la marque Carl-Kani. Vous aussi répondez dans les commentaires, partagez vos impressions sur la marque, et surtout rendez-vous mercredi 11 à partir de 14h. Vous allez pouvoir reproduire les shootings d'Alia, Tupac et P. Diddy, et vous serez peut-être sélectionné par le grand Carl Williams pour devenir la prochaine égérie de Carl-Kani. Et en plus de ça, il y aura un t-shirt exclusif Carl-Kani Paris. Alors venez mener, ça se passe vendredi à 14h. On est ensemble, Babanks.